Alors, il y a effectivement très peu de gens qui sont prêts, qui sont disposés à effectuer le gros travail alchimique de la voie royale. On va toujours commencer par des thérapies, entre guillemets thérapies légères, qui vont alléger la pression sociale, qui vont nous permettre de mieux la supporter et de maintenir notre jeu avec nos masques, et les masques du personnage dans le jeu social. Donc on va s'intéresser à l'holistique, on va s'intéresser aux thérapies cognitives, on va s'intéresser à toutes sortes de choses qui vont faire que le jeu social sera plus léger, plus facile à jouer, mais on n'attaquera pas le gros du travail. Voilà. C'est là que on s'exposera à un moment donné au burn-out, mais au vrai burn-out, qui consiste à jouer le jeu social, c'est-à-dire à développer les éléments statutaires de la panoplie sociale, qui vont consister à rechercher dans nos actions, dans nos apparences, dans nos attitudes, une réflexivité de validation de l'altérité. C'est-à-dire rechercher des éléments d'approbation extérieure pour nous permettre de conforter notre personnage, notre personnalité, dans une identité qui s'avérera factice, mais que pendant un certain temps, on considérera comme tout à fait valable, réelle et définitive. Bien sûr, quand on aura dépassé le stade du burn-out, on se rendra compte, bien évidemment, que tous ces éléments statutaires qui ont constitué notre personnalité étaient tout à fait illusoires, éphémères, et sujet à décomposition, en quelque sorte, sans parler de matière, mais une décomposition en tout cas psychologique. Bien que quand on va faire le travail alchimique de la voie royale, on aura une décomposition physiologique, c'est-à-dire pas une mort du corps, mais une décomposition des éléments acides et cortisol et tous les autres éléments qui font que les cellules sont voilées et ne peuvent pas laisser passer la réelle énergie, et qu'elles se nourrissent d'énergie de manière vampirique, c'est-à-dire par réflexivité. Donc c'est une énergie qui est de très faible intensité déjà d'une part, l'énergie réflexive, et en plus elle est très éphémère, elle s'épuise très vite. Même des gens qui communiquent avec l'astral et qui ont encore énormément de réflexivité statutaire vont s'épuiser très vite dans leur business spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont trouver de l'énergie dans le business spirituel, parce qu'ils vont développer un business, parce que souvent c'est ce qui se passe. Quelqu'un qui se détache un petit peu des éléments statutaires sociétaux va rechercher dans le spirituel un moyen de gagner sa vie. Donc il va y trouver son compte, il va y trouver de l'énergie, mais ça va être une énergie de très faible intensité et très éphémère. Donc il va se rendre compte au bout d'un moment, il y a même des gens qui font du business spirituel qui font des burn-out. Donc ils se rendent compte, à leur dépens, que c'est pas parce qu'on travaille dans le spirituel qu'on est en contact avec la véritable énergie. Bon, on peut faire un burn-out en étant un personnage statutaire qui ne fait pas du business spirituel, mais on peut faire un burn-out quand on fait du business spirituel. Dans les deux cas, on peut soit utiliser entre guillemets le burn-out pour rebondir et revenir dans du statutaire réflexif. Ça peut toujours être le cas. Ça l'est surtout pour ceux qui vont utiliser le burn-out en sortant du statutaire pour aller vers le spirituel. Mais ça peut aussi être le cas de personnes qui font du business spirituel, qui en font un peu trop et puis qui n'ont pas trouvé la bonne vibe d'énergie dans le spirituel et qui vont quand même faire un burn-out et qui vont rebondir sur ce burn-out pour retourner dans le business spirituel classique, sans pour autant faire le travail alchimique de la voie royale. Je parle bien sûr pas de la voie sèche ni de la voie humide, parce que tout en étant des voies tout à fait valables, elles incluent, c'est des voies en quelque part statutaires, spirituelles, mais elles incluent, si on veut les réussir, les voies sèches et les voies humides, il faut aussi y inclure la voie royale, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui, tout comme les ésotérismes classiques, vont se concentrer sur une voie sèche ou sur une voie royale et en faire des dogmes qui vont les enfermer dans une énergie dynamo qui ne les connectera pas à l'énergie originelle, c'est-à-dire qui ne dissoudra pas les voiles de l'égoïque statutaire réflexif qui les empêche d'accéder à la véritable énergie.
Ils pourront très bien avoir des résultats matériels partiels, qui les maintiendront dans leur dogme, mais ils n'accéderont pas pour autant à la véritable communication avec l'énergie originelle. Il n'y a effectivement que la voie royale qui le permet. Quelqu'un qui est dans la voie sèche ou la voie humide, ou les deux, et qui fait en même temps la voie royale, pourra très bien réussir matériellement et invisiblement parlant à se connecter à l'énergie originelle. Maintenant, sans parler de la voie sèche et de la voie royale et de la voie humide, ni du business spirituel, si on s'attarde sur la voie royale, on s'expose à ce qu'on appelle le dépouillement. Alors, le dépouillement, ça fait rigoler personne, ça en général. Donc, c'est la voie étroite dont parlait le Christ à une certaine époque, celle que peu de gens empruntent parce qu'elle est étroite, c'est le cas de le dire, dans le sens où elle est difficile et où elle va nous demander de nous dépouiller justement de tous nos éléments statutaires de croyance, de peur, qui correspondent à notre besoin de validation, notre besoin de reconnaissance, de besoin de signaux sociaux qui nous disent que nous sommes un personnage valable et existant. Et ça sera ça qui sera le piège constant dans la voie royale. Ça sera la tentation constante. La tentation, ça sera de se soumettre à toute opposition qui viendra à nous, qui nous invitera à développer tous les efforts qu'il faut pour obtenir des validations statutaires. Ça, c'est la tentation. Se soumettre à la domination qui nous invite à développer une activité ou une action ou une attitude qui serait censée nous apporter des réflexivités validantes, c'est-à-dire des statuts sociaux, des éléments de comparaison qui nous valorisent, etc. Voilà. Ça, c'est la vraie tentation. Le dépouillement consiste en effet à renoncer à ça à chaque fois que ça se présente, c'est-à-dire à ne pas tomber dans la tentation de la soumission à la domination pour obtenir des éléments de validation positive. Ça, c'est très compliqué, parce que quand on s'engage dans la voie spirituelle, on peut en faire un business, et dans ce business, on peut y récolter, entre guillemets, de la célébrité, du succès, de l'abondance, qu'elle soit financière ou de renommée, de réputation. Donc ça peut être un piège. Ça peut très bien être une véritable abondance, comme ça peut être aussi devenir un piège de confortement statutaire social. Et c'est là que, de toute façon, on fait toujours le travail alchimique de la voie royale. À chaque fois qu'on tombe dans le piège de la tentation de la soumission, on va forcément avoir les écueils qui s'y rattachent et qui en découlent. Donc on va être invité à chaque fois à regarder comment est-ce qu'on est tombé dans le piège de la soumission à la domination qui nous invite à développer des attitudes pour obtenir de la réflexivité validante. Donc l'effet miroir mimétique, de la comparaison, de la compétition, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition dans le business spirituel. C'est moche à regarder, mais ça a une raison d'être. Ça fait partie du processus d'alchimisation. Donc c'est pas grave, hein, c'est juste comme ça, et puis ça durera le temps que ça durera, jusqu'à ce que chaque personne qui tombe dans le piège de la validation compétitive, qui est dans le business spirituel, comprenne comment à chaque fois est-ce qu'elle tombe dans la tentation de la soumission. Voilà. Et on est vraiment ici dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans la tentation, je dirais adamique et du serpent et tout ça, mais en fait c'est la tentation de la soumission, et la soumission à la comparaison, c'est-à-dire au jugement, c'est-à-dire au libre arbitre de dire ce qui est bien, ce qui est mal, et de individuellement croire que ce que nous avons déterminé comme bien et mal doit être généralisé et devenir un dogme que tout le monde doit adopter. Voilà, c'est le piège dans lequel on tombe, et quand on se soumet, on tombe dans le piège inverse, c'est-à-dire d'aller se soumettre au dogme de quelqu'un d'autre. Voilà, quel que soit le dogme, qu'il soit économique ou spirituel, on a toujours des dogmes qui nous invitent à nous soumettre à eux, qu'ils soient sociaux, économiques ou spirituels. Donc le travail alchimique de la voie royale, ça consiste précisément à
à faire quelque chose que personne ne veut faire, c'est-à-dire à se dépouiller du désir de reconnaissance. Et le désir de reconnaissance, c'est pas seulement un bien grand mot, une belle formule, c'est quelque chose qui prend des masques et qui se déguise perpétuellement d'une manière qu'on ne peut pas le déceler. C'est vraiment très perfide, très malin, très astucieux. C'est vraiment ce qu'on appelait le diabole, quoi. C'est vraiment ce qui nous invite à nous fragmenter, à nous couper en deux, parce que quand on commence à se comparer et à vouloir être comparé par une validation, on est coupé en deux, c'est-à-dire qu'on pense que on est séparé de tout ce qui est extérieur, et on se sent si seul justement par rapport à cet extérieur, que l'on croit être autre que nous, dans l'altérité illusoire et provisoire et apparente, qui est relative, donc elle existe quand même de manière relative, même si elle n'existe pas de manière absolue. Mais quand on a le regard réflexif, on est dans le relatif, on n'est pas dans l'absolu. Le travail alchimique est de développer le double regard, c'est-à-dire d'arriver à voir les choses de manière relative pour continuer à jouer le jeu de transmutation, parce que on ne peut pas transmuter la matière, c'est-à-dire notre corps qui est chargé de conditionnement réflexif, on ne peut pas le transmuter si on ne continue pas à jouer le jeu. On peut pas, quand on est un ermite, on ne peut pas transmuter par exemple. On peut donner l'exemple d'une certaine spiritualité et puis avoir des révélations astrales, effectivement, mais on ne peut pas transmuter le corps. Donc la transmutation du corps ne peut se faire que dans l'opposition du jeu social, qui est le jeu d'opposition qui nous invite à nous soumettre à une domination qui va nous inviter à chercher la reconnaissance. Donc plus on va faire ça, plus on va jouer ce jeu de la tentation et plus on va souffrir. Ensuite, plus on va souffrir et plus on va aller vers le burn-out, et plus on va aller vers le burn-out, plus on va comprendre qu'on se trompe. Et quand on comprend qu'on se trompe, et bien là, on commence la voie royale. La voie royale, c'est pas parce qu'on l'emprunte qu'on l'a réussi le lendemain, quoi. Ça veut dire que c'est tout le reste de la vie qui va être difficile. Donc cette voie étroite, quand on va la choisir, c'est plus du tout la voie large du conformisme et de la validation sociale. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on va plus faire les choses comme tout le monde, donc tout le monde va nous regarder de travers. Et là, c'est pas facile pour les gens qui empruntent la voie étroite, c'est-à-dire la voie royale. C'est vraiment pas facile pour eux parce que ils doivent subir les colibés, les critiques, les injures. Après, ils doivent subir des conseils pour leur bien, voilà, parce que leurs proches ou leurs amis ou leur famille, enfin bon, les gens bien intentionnés vont leur donner des bons conseils pour qu'ils retournent dans le droit chemin qui est effectivement la voie large et spacieuse, qui est facile, qui est celle de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de développer des statuts sociaux de manière à avoir une panoplie qui fasse envie. Voilà. C'est-à-dire que la voie large, c'est celle, quand vous l'empruntez, qui vous apporte suffisamment de succès pour que les gens soient jaloux de vous. Et la voie étroite, c'est celle où vous avez insuffisamment de succès pour qu'on vous jalouse pas, mais qu'on vous prenne en pitié en vous disant tu sais, tu devrais faire comme ça tu aurais un peu plus de succès et ça marcherait mieux pour toi. Voilà. Donc ça consiste un petit peu en ça, la voie étroite. Donc c'est un petit peu pénible à supporter, mais ça fait partie de la transmutation. C'est-à-dire cette opposition bienveillante ou agressive. Allez, l'opposition, quand on est dans la voie étroite, elle va être soit bienveillante, soit agressive. C'est-à-dire, soit on va nous donner des bons conseils pour que ça aille mieux pour nous, ou soit on va nous critiquer parce qu'on fait tout de travers et qu'on n'est pas comme tout le monde. Et c'est dans cette opposition pénible, parce que ça n'a rien d'amusant de se faire conseiller ou critiquer, c'est dans cette opposition-là que on va travailler la transmutation du corps. Et ça consiste en quelque chose de très douloureux, mais pas plus douloureux que le burn-out quand on comprend rien. Là, on vit une souffrance, une dépression où rien n'a de sens, où on est totalement invalidé parce qu'on n'a plus de force et qu'on n'arrive plus à rien dans la vie, donc on n'est plus du tout validé de manière réflexive par la société et par les gens du social. Donc on n'est pas à l'aise et c'est une grande souffrance. Par contre, quand on est dans la voie royale et quand on est dans l'opposition du conseil ou de reproche, on vit une souffrance, mais on sait pourquoi on la vit. Et pourquoi est-ce qu'on vit cette souffrance-là? Parce qu'on sait que
quand on a cheminé suffisamment sur la voie royale, on découvre parce qu'une certaine énergie nous pénètre, pas complètement, et c'est comme ça qu'on l'apprend, une certaine énergie vibratoire nous pénètre à ce moment-là, parce qu'on a commencé à enlever certains voiles, certaines épaisseurs des pelures d'oignon. Donc on accède à certaines compréhensions d'intelligence qu'on n'avait pas auparavant, quand on était dans la voie large et spacieuse de la facilité réflexive. Donc dans ce moment-là, quand on est dans cette voie étroite et difficile des bons conseils et des reproches et des je te regarde de travers parce que tu fais pas les choses comme moi et comme tout le monde, on vit une vie de marginal sans pour autant se marginaliser, c'est-à-dire on ne devient pas un ermite parce que sinon on ne peut plus jouer le rôle de transmutation, on ne peut plus jouer le jeu social de transmutation, donc on ne peut pas devenir un ermite et se marginaliser complètement. Par contre, on se marginalise dans le sens où on ne fait rien comme tout le monde. Voilà. Et quand on ne fait rien comme tout le monde, ça a des conséquences, c'est de faire de nous quelqu'un d'à part qui n'est plus tellement en phase avec les discours de la plupart des gens, qui ne s'intéresse plus vraiment aux mêmes choses, qui n'est plus curieux des mêmes choses, qui ressemble plus effectivement à un comportement d'ermite tout en étant toujours un être social et sociable. Donc c'est quelque chose qui est difficile au niveau de la réflexivité puisque notre corps est chargé de réflexivité et de besoin de reconnaissance. Et c'est là que la transmutation alchimique de la voie royale s'opère. C'est dans la souffrance que nous ressentons dans notre système nerveux et nous sommes confrontés dans notre système nerveux puisque la voie royale en général se situe après un burn-out. Donc on a déjà attaqué les ressources nerveuses en ayant déjà dépensé les calories des muscles, donc on a attaqué l'énergétique nerveux. Donc l'énergétique nerveuse, c'est ce qu'il ne faut pas toucher dans l'homme, parce que c'est là où se trouve sa volonté primale, et quand on attaque la volonté primale, l'homme, c'est un animal qui se rebelle contre ce qui pourrait le détruire, parce que attaquer l'énergie nerveuse de quelqu'un peut le détruire, physiologiquement parlant. Donc il y a une rébellion à ce moment-là, et là, la volonté originelle qui était là dans l'inconscient et qu'on a bien fait taire en scindant, en se coupant en deux au niveau de la conscience. Donc on a refoulé cette volonté-là dans l'inconscient. Quand il y a le burn-out, on peut éventuellement rentrer dans la voie royale parce qu'on va écouter sa volonté profonde. Et on va se mettre à l'écoute de ce qu'on appelle qui on est vraiment. Même si on ne le sait pas qui on est vraiment, on va se mettre à l'écoute de ça et on va essayer d'aller écouter autre chose que de tous les dictats sociaux et tout ce qui nous est prêché dans les publicités de consommer et d'afficher comme identité factice. Donc on va se mettre à la recherche d'autre chose. Et cette autre chose est effectivement notre identité réelle, originelle, qui a été refoulée dans l'inconscient. Mais ça a été refoulé de manière tout à fait calculée parce que nous devions, par cette scission, cette diabolisation, parce que c'est ça le fait d'être diabolique, c'est d'être divisé et coupé en deux. Donc par cette division intérieure de la conscience, nous avons dans le conscient développé le besoin de réflexivité, puisque dans le conscient nous avons perdu l'identité originelle qui est cachée dans l'inconscient. Donc dans le conscient, nous sommes allés dans la réflexivité, c'est-à-dire dans la recherche de la reconnaissance extérieure pour y trouver cette identité perdue dans l'inconscient. Et donc on y a trouvé l'opposition qui permettra justement de développer, alors deux choses, qui permettra de développer le système nerveux en capillarité, c'est-à-dire de construire l'arbre de vie avec tous ces branchages qui vont permettre d'acheminer l'énergie qui sera ensuite captée quand on sera prêt à ça, de l'acheminer dans tout le corps pour y transmuter tous les voiles du besoin de reconnaissance. Et l'autre truc, c'est de pouvoir développer un être factice qui va arriver au burn-out de manière à ce que la volonté de l'inconscient se réveille. Voilà. Donc, en même temps qu'on développe un être factice pour aller vers le burn-out, donc vers l'attaque du système nerveux, dans un deuxième temps, en même temps, on développe le système nerveux parce que pendant qu'on fabrique un inconscient, un personnage, un ego, on se heurte à toutes sortes d'oppositions dans notre vie d'expérience qui vont
ces expériences vont développer le système nerveux et le système neuronal qui vont ensemble, cérébro-spinal. Donc tout ça va coopérer en se complexifiant. Le personnage développe le système nerveux et emmène le système nerveux au burn-out, donc à l'éveil de la volonté primale. Mais quand la volonté primale va être réveillée, alors le système nerveux sera développé suffisamment pour se connecter à l'énergie réelle de l'identité originelle. Voilà le but exact de l'alchimie royale. L'alchimie royale a pour problématique de départ de ne pas pouvoir faire entrer une grande quantité d'énergie dans une densité du corps matériel et par la complexification du système cérébro-spinal, un allègement des vibrations du corps va être possible. Ce qui n'est pas possible quand le système cérébro-spinal n'est pas développé en arbre de vie de manière capillaire. Et donc, quand ce procédé est arrivé à son accomplissement de voie royale, après le burn-out, le système nerveux fait émerger la volonté et a développé suffisamment de capillarité pour recevoir de l'information, de l'énergie, ce qui est la même chose. Et il va recevoir donc s'allégeant dans cette voie royale de transmutation, s'allégeant de son besoin réflexif, donc s'allégeant de son conscient égoïque, il va pouvoir basculer de plus en plus, au fur et à mesure de sa transmutation, vers l'inconscient, et au fur et à mesure qu'il se détache de ses besoins statutaires, donc de ses besoins de reconnaissance, et c'est là la grande difficulté de l'œuvre alchimique de la voie royale, c'est de se défaire, de se dépouiller de son besoin de reconnaissance dans tous les recoins de son corps cellulaire. Voilà. Parce que le besoin de reconnaissance, il est dans les cellules. C'est un conditionnement qui est devenu physiologique, donc qui doit être allégé physiologiquement parlant. Mais il ne peut s'alléger physiologiquement parlant que dans les épreuves psychologiques d'opposition que va vivre l'aspirant au cheminement de la voie royale. Parce que ce n'est pas parce qu'il sait, qu'il connaît le processus et ses éléments et ses principes, qu'il va réussir, c'est qu'il va vraiment devoir passer par le feu de l'épreuve. C'est-à-dire que quand on s'engage après le burn-out dans une voie royale, on va continuer à être agressé ou conseillé par des âmes bienveillantes ou malveillantes, peu importe, et puis c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un jeu. On va être agressé ou conseillé de retourner dans la voie large et spacieuse de la facilité réflexive, c'est-à-dire de se conformer et de se soumettre au système de domination, ou des dominations, parce qu'il y a plusieurs dominations chapeautées par le grand esprit de domination, qui est un esprit d'opposition qu'on a appelé Shatan ou Satan dans d'autres machins, mais ça c'était juste des éléments archétypaux qui nous permettaient qui ont permis d'asseoir des pouvoirs d'abord, il faut quand même le dire, qui ont permis d'asseoir des pouvoirs de domination, mais qui ont permis par cette opposition de développer le système neuro-cérébro-spinal. Donc ça c'est un mal qui a causé, c'est un grand mal qui a causé un grand bien, comme dit Philippe Guillemant. Ça a participé effectivement à la complexification du cerveau et du système nerveux, qui permettra ensuite de réceptionner, enfin avant de réceptionner, qui permettra d'alléger notre vibration au fur et à mesure que nous renoncerons petit à petit, au fur et à mesure de l'opposition, à notre besoin de reconnaissance, qui est symbolisé par l'archétype de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre besoin de reconnaissance est symbolisé par l'archétype de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, je ne rentre pas dans les détails, j'essaie de synthétiser le plus possible et d'aller droit au but. Bien sûr, on peut explorer ça de manière plus précise et plus complexe, mais ce n'est pas le but là sur cet enregistrement. Le but ici est vraiment de comprendre les grandes lignes de manière à envisager que le grand œuvre alchimique de la voie royale de transmutation n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça, bien que ce soit extrêmement difficile, mais les basiques qui le composent sont des choses très simples, qui sont faciles à comprendre, qui sont faciles à appréhender, et ensuite quand on est face à l'opposition de domination et d'incitation à la soumission de reconnaissance, de besoin de reconnaissance, on est un peu plus au courant de ce qui est en jeu, de ce qui se passe,
et de ce qui est à envisager dans ce jeu, c'est-à-dire les fruits que l'on va en récolter. Et donc quand on se lance dans la voie royale du grand œuvre alchimique, et qu'on connaît ces éléments, on sait que à chaque fois qu'on va être tenté de se soumettre à la domination du besoin de reconnaissance, et on est dans une dépendance à la domination, souvent on peut constater ça en psychologie et dans tous nos comportements du triangle dramatique, que nous sommes dans la dépendance à la domination. Donc quand on va pouvoir observer ça en tant qu'être un peu plus intelligent, c'est-à-dire pas intellectuel, hein, intelligent dans le sens de voir clairement les choses telles qu'elles sont, on va se voir nous-mêmes prisonniers par la mémoire du corps de ce besoin de reconnaissance, mais quand on va se voir prisonnier de ce besoin de reconnaissance, on va en être libre. Et à chaque fois qu'on se rend compte, que l'on voit, qu'on a des yeux dans les yeux pour voir ce besoin de reconnaissance à l'œuvre, dans nos actions, dans nos attitudes, etc., dans nos paroles, dans nos pensées, parce que c'est surtout beaucoup dans nos pensées, dans tous nos petits dialogues intérieurs polluants et astralement corrompus, on va vraiment découvrir que on est pollué par le besoin de reconnaissance partout, tous azimuts dans notre tête. Mais c'est pas que dans notre tête, c'est aussi dans nos cellules. Donc à chaque fois qu'on va être confronté à l'invitation, à la tentation de se soumettre à la domination, on saura que derrière, c'est notre besoin de reconnaissance qui va être titillé. On va avoir besoin d'une validation, d'une approbation, de ceci, de cela. Et c'est en regardant cela que la transmutation se fait. Parce que l'ego est construit à partir du besoin de validation, du besoin de reconnaissance. Tout l'ego s'est construit à partir de ce besoin. Parce que l'ego s'est formé à la scission de la conscience, conscient-inconscient, et que du coup l'identité est partie dans l'inconscient, et que du coup l'ego est parti dans le conscient, qui lui était dépouillé de toute identité réelle, et avait besoin d'une réflexivité pour se construire une identité factice. Donc à chaque fois qu'on est dans le besoin de reconnaissance, on est dans le conscient, on n'est pas dans l'inconscient, on est dans l'ego et on est dans la réflexivité. Et c'est ça la tentation originelle du péché adamique. Voilà. Et ça n'a rien, on sort complètement des cadres religieux, des cadres de domination religieuse, parce que c'est plutôt ça. On rentre dans une autonomisation intelligente des principes archétypiels des mythes de la tradition ancestrale. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, du coup on utilise les principes fondamentaux, archétypaux, de manière à s'autonomiser et à se détacher de toute forme de domination, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit factuelle, qu'elle soit personnelle par des gens qui nous entourent, qu'elle soit des nations, des institutions, qu'elle soit des religions, qu'elle soit des dogmes, qu'elle soit des croyances, qu'elle soit des pensées. Les pensées sont une domination. Voilà, nous sommes tributaires d'un package millénaire qui se transmet de manière culturelle et qui se transmet de parents à enfants depuis la nuit des temps. Et quand on reçoit une éducation dans une famille, on ne reçoit pas l'éducation de la famille, on reçoit l'éducation d'une humanité ancestrale. Voilà. Et qui s'est acheminée et qui a pris des colorations au fur et à mesure de ses pérégrinations. Mais on reçoit tout un package. Voilà. Donc toutes les pensées qu'on peut recevoir dans une éducation individuelle, elles sont aussi chargées de toute une généalogie complètement humanitaire, pas dans le sens bienfaiteur, mais dans le sens global d'une humanité qui a traversé les époques. Et on a tout ça, et tout ça c'est stocké dans l'inconscient, parce que c'est une charge mémorielle très très importante, qu'on ne peut pas conscientiser, qui n'a d'ailleurs pas d'utilité à être amené dans le conscient, parce que déjà ça nous pourrit le conscient de manière sporadique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la masse de la connaissance de l'humanité dans notre conscient, bien qu'on l'ait dans l'inconscient. On n'a pas cette masse dans le conscient, mais par contre, on a des pensées qui nous sont suscitées de ce qu'on appelle ce genre de truc un égrégore. Donc c'est une masse mémorielle qui est millénaire et que l'on a en soi, que l'on porte en soi, dans son système atomique et subatomique et supratomique. Et on n'accède pas à ça, mais par contre,
depuis ces plans de mémoire, nous sont envoyées des pensées que l'on appelle des pensées d'opposition, qui sont là pour nous mettre à l'épreuve, pour nous tester, pour nous mettre au défi et pour nous confronter jusqu'à ce qu'on aille au burn-out du conformisme et pour qu'on développe donc le système cérébrospinal qui va réveiller la volonté intérieure et qui va faire en sorte que cette volonté intérieure, qui est une puissance, je dirais, nucléaire, puisse être acheminée par un système nerveux capillairement développé, permettant à la matière de ne pas exploser sous l'impact de cette énergie informative. Donc tout le processus alchimique tient à cela et a pour but de réaliser cette transmission d'énergie dans la matière corporelle de l'être humain. Après, est-ce que d'autres espèces sont concernées? Certainement, ou bien sont-elles déjà raccordées sans aucun problème? Peut-être que le but pour l'humain est de contempler ça dans une réflexivité, ce qui n'est peut-être pas le cas des animaux, en tout cas pas de tous, certains l'ont peut-être. Il y a dans l'être humain, dans le système donc, nerveux cérébrospinal, il y a la capacité de sapiens sapiens, c'est de savoir qu'on pense. Donc du coup, on a la capacité de contempler ce que nous sommes, de prendre conscience de ce que nous sommes. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que tous les autres règnes, animal, minéral, végétal, ont cette capacité? Si ça se trouve, ils l'ont et on ne le sait pas. Beaucoup de gens ont tendance à dire que l'homme est le summum de la création, mais bon, on n'en sait rien. Faut peut-être rester humble à ce niveau-là. On est en tout cas des êtres qui souffrent beaucoup pour réaliser quelque chose que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire qu'on va un peu à l'aveugle. Et bon, grâce à la souffrance, même si aux dames de certains ça fait pas plaisir, grâce à la souffrance et donc à ce processus d'opposition chatane, nous avons ce qu'il faut pour développer un système assez complexe pour réceptionner une énergie sans en souffrir de trop. Voilà. On en souffre suffisamment pour se réveiller. Ensuite, on en souffre pour la transmutation de l'illusion qui a gagné les cellules du corps pendant la conscientisation. Je parle du conscient, pas de la conscientisation ultime. La conscientisation du conscient n'est pas la conscientisation ultime, c'est plutôt une aberration, la conscientisation du conscient, mais c'est une aberration nécessaire. Donc cette aberration est ce qui représente l'opposition chatane dont parlent les traditions. Donc la formation de l'ego, correspond à tout ce que les religions ont appelé Mara chez les hindouistes ou les bouddhistes, je ne sais plus chez les bouddhistes. Après, je ne sais plus chez les hindouistes quel est le nom de cette opposition. Chez les chrétiens, c'est Satan. Chez les musulmans, c'est Shaitan, etc., etc. Bon, l'opposition, elle est intérieure et ce n'est pas un personnage. C'est un processus de conscientisation, c'est-à-dire de fracture, de division de la conscience, qui enferme le potentiel énergétique dans ce que nous avons appelé l'inconscient, nous autres, et qui va développer la capacité à réceptionner ce potentiel énergétique dans l'opposition du conscient. Voilà. Donc tout ça, c'est pas méchant, c'est juste un processus qui est nécessaire physiologiquement parlant. On est vraiment ici dans de la métaphysique, effectivement, c'est-à-dire qu'on allie l'invisible et l'invisible qui n'est pas non matériel. Hein. L'invisible a une matérialité parce que c'est des fréquences, les fréquences c'est des matérialités. Donc il n'y a pas d'immatérialité dans l'invisible. C'est vrai que nous, quand on regarde nos corps, on a le réflexe de dire que nos corps sont matériels, mais si ça se trouve, il y a des densités encore plus lourdes que notre matérialité, qui considèrent leur corps plus matériel que les nôtres. Si ça se trouve, nous, on se trouve peut-être dans l'invisible de quelqu'un d'autre. Allez savoir, hein, on ne sait pas tout. Hein. Donc on est peut-être dans l'invisible de quelqu'un d'autre et qui se considère comme plus matériel que nous considérons matériel. Donc tout n'est que fréquence, tout n'est que vibration. Et à chaque fréquence et vibration, certainement, la conscience qui s'y trouve se considère comme étant matérielle.
puisque c'est son point de vue. C'est toujours un angle de vue, chacun a son point de vue, et chacun raisonne selon qu'il voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà. Donc ben, nous, en tout cas, à notre fréquence, on a du boulot. De plus en plus de gens prennent conscience qu'ils ont... Aujourd'hui, il y a beaucoup de prise de conscience dans ce qu'a professé Jung, qu'il fallait regarder l'ombre, effectivement. Le dragon alchimique doit être mis en terre, c'est-à-dire terrassé. On doit aller faire le vitriol, c'est-à-dire visiter l'intérieur de la terre et en rectifiant, trouver la pierre cachée. Mais ça, visiter l'intérieur de la Terre et la rectifier, c'est aller visiter le dragon, c'est-à-dire affronter le dragon. Le dragon, c'est toutes les illusions du besoin de reconnaissance, tout simplement. Donc tout ce qui a façonné l'ego et tout ce qui a créé les peurs et les croyances, les dogmes et toutes les dominations qui en sont découlées, qui en ont découlé. Du coup, eh bien, ce travail alchimique est rude. On n'obtient pas forcément, comme on dit en alchimie, si tu cherches à faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. Donc on ne trouvera pas forcément l'or. Par contre, si on renverse, si on retourne, parce que le retournement est important en alchimie, si on retourne le dernier élément, on recompose la chose et on dit si tu cherches de l'or, tu ne trouveras jamais. Donc ça, on a compris. Mais par contre, si tu n'en as plus besoin, tu sais en faire. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de reconnaissance, eh bien, l'œuvre alchimique est réalisée. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'or, on a trouvé la pierre occulte, c'est-à-dire la véritable identité qui est cachée dans l'inconscient. Et là, on a pu transmuter les corps, le matériel physiologique, cellulaire, atomique, énergétique, de manière à alléger la vibration, de façon à recevoir plus de cette énergie originelle et à ne faire qu'un, et à avoir une double vision qui devient une vision unique, tout en restant double parce qu'on est toujours dans nos corps. On arrive à percevoir la façon de voir des gens qui sont encore dans l'inconscience et qui sont en processus d'alchimisation. On arrive à percevoir leur perception, mais on a acquis la perception du réel, c'est-à-dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Et on a l'énergie qui va avec. Parce que bien évidemment, quand on a traversé le burn-out et qu'on a traversé le no man's land de la transmutation, on a vécu toutes les douleurs qui ont permis de découvrir que c'est pas un chemin facile et que c'est pas pour dire que ça se mérite, parce que c'est pas une question de mérite, mais ça se travaille. Voilà, ça se travaille, c'est le cas de le dire. Donc, quand ça se travaille, ça se transmute, et au fur et à mesure qu'on se débarrasse petit à petit de tous les recoins de notre besoin de reconnaissance, statutaire, social, réflexif, eh bien, on s'allège vibratoirement, on enlève tout ce qui est cortisol et tout ce qui est acidité, tout ce qui alourdit la matière, c'est-à-dire tout le plomb, on le transmute, et ça redevient de l'or quelque part, parce que ça redevient ce que c'était originellement, c'est-à-dire pur, ça laisse passer la lumière, comme on dit. Bon, ça n'est pas que une expression métaphorique, parce qu'effectivement, la vibration c'est de la lumière, le son c'est de la lumière c'est du son, l'information c'est du son, tout est du son, tout est de la vibration. Donc ça passe plus, et de ce fait, on va découvrir de plus en plus dans notre vie qui va s'installer un phénomène qui s'appelle la parole. La parole, c'est le passage de l'information, de l'énergie, dans l'être humain, pour donner l'information juste, claire, de ce qui est et de ce qui doit être vu et de ce qui doit être transmuté encore à venir. Parce que c'est pas parce que on commence à avoir des bribes de paroles qui arrivent et qui annoncent les choses clairement que la transmutation est achevée. Voilà. Il faut vraiment garder l'humblerie plus que l'humilité, c'est-à-dire l'humblerie, c'est se mettre dans l'état d'esprit que nous sommes de l'argile dans la main d'un potier. Le potier, c'est le processus qui est programmé, qui se met en route et qui suit son chemin selon la programmation du processus. Mais ça nous échappe. Donc on laisse faire. On laisse le truc se faire et on a l'humilité de voir précisément, clairement, qu'on est dans une fabrique, c'est-à-dire dans l'humblerie. On est dans la fabrique de
du dépouillement du besoin de reconnaissance. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, disait saint Paul, que j'aime beaucoup, même si on l'a traité de misogyne et toutes sortes de choses. Il avait compris tellement de choses que c'était quand même à l'époque assez exceptionnel au niveau alchimique. Il avait compris notamment la scission de la conscience, la séparation de la conscience en deux, et toutes sortes de choses du même genre au niveau alchimique. C'est déjà d'un très haut niveau. Donc il dit effectivement, faut pas croire parce qu'on a atteint un certain niveau qu'on risque plus rien, qu'on risque pas de se casser la tronche dans le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire dans ce que la tradition appelait l'orgueil, quoi. Mais il faut arrêter, parce que l'orgueil, ça a une connotation de culpabilité qu'il faut dépasser. On n'est plus dans le dogme de la culpabilité, nous ne sommes pas des êtres coupables, nous sommes des êtres ignorants qui sont en formation informative. Donc la culpabilité, il faut dégager ça, donc l'orgueil, ça fait partie de la culpabilité. Il faut comprendre que la vraie culpabilité, c'est le besoin de reconnaissance. Si on remplace la culpabilité par le besoin de reconnaissance, déjà on y voit plus clair. Et c'est déjà moins culpabilisant. Voilà. Parce que quand on évoque le concept du besoin de reconnaissance, on remonte au concept de l'ignorance. Et quand on sait qu'on a un besoin de reconnaissance parce qu'on ignore qui on est, déjà ça allège la pizza. Hein. Voilà. Donc c'est déjà plus facile à digérer. On sort donc progressivement, plus on a de compréhension et de clarté dans la vision de ce qui doit être vu, on sort de plus en plus de la culpabilité, et plus on sort de la culpabilité, plus on sort aussi du besoin de reconnaissance. Voilà. C'est-à-dire que Gurdjieff disait « comprendre, c'est guérir ». Quand vous comprenez effectivement que votre orgueil, votre ego et tout ça, c'est issu d'un manque d'identité, donc d'une ignorance, déjà, vous comprenez que du coup, ça vous a amené vers l'évaluation, vers le mimétisme, vers la comparaison. Ensuite, la comparaison, ça fait débouter sur la culpabilité dans tous azimuts, économiquement comme religieusement parlant, on n'a que de ça, la culpabilité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est coupable? On se soumet, et on obéit, on se conforme, et on rentre dans le conditionnement, et donc dans la domination. Et les dominations, vous en avez à toutes les sauces. Voilà. Il n'y a que de ça, la domination. Alors aujourd'hui, on fait la critique de la domination. On voudrait débouter tous les gouvernements qui nous dominent, toutes les économies, tous les lobbies qui nous pourrissent la vie, mais on ne comprend pas que c'est nous-mêmes individuellement qui suscitons et qui créons les dominations. Le jour où on comprendra ça, eh bien, on travaillera sur notre culpabilité, sur la vision qu'effectivement c'est une erreur due à une ignorance. Et plus on comprendra le travail alchimique, de quoi il se compose, et moins on sera dépendant des dominations, des gouvernements, des ceci, des cela, des religions, des patatis, des patatas. On deviendra autonome, et puis voilà, c'est tout simplement. Et puis du coup, les dominations, qu'elles soient religieuses, économiques ou sociales, elles s'effondreront parce qu'elles n'auront plus de grains à moudre, elles n'auront plus de commandes, on leur passera plus des commandes de soumission, parce qu'on sera dépendant des dominations. Les gens soumis sont dépendants de la domination, donc du coup ils passent des commandes en permanence. Donc vous pensez bien qu'il y a des tas de gens qui sont très contents de répondre à la demande avec leur offre, quoi. C'est le marché de l'offre et la demande, c'est une économie aussi ça. Donc domination et soumission, soumission c'est la demande et domination c'est l'offre. Donc, mais par contre c'est la demande qui vient en premier, c'est pas l'offre qui vient en premier. C'est-à-dire il n'y aurait pas de domination s'il n'y avait pas de soumission. Mais pourquoi il y a de la soumission ? Parce qu'il y a un manque d'identité, il y a une ignorance, donc du coup il y a un besoin à combler quelque chose qui manque. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc plus on entrera dans la compréhension des mécanismes psychologiques, archétypaux, alchimiques et tutti quanti, plus on comprendra ça de manière intégrative, comme un synopsis qu'on voit clairement, tout un puzzle là, qui se compose devant nos yeux, tous les morceaux, pouf, 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 se mettent en place les uns après les autres. Quand ça arrivera individuellement, on ne sera plus dépendant de la domination. Parce qu'on sera sorti de la culpabilité, parce qu'on sera sorti de l'ignorance de qui nous sommes, parce que notre conscient et notre besoin de reconnaissance aura diminué tellement que notre inconscient et sa puissance originelle, sa connaissance, son savoir originel pourra nous être communiqué énergétiquement, informativement, c'est pareil. Et du coup, là, on rentre en communication avec soi, de soi à soi, communiquer avec son inconscient, voilà, c'est des choses qu'il faut travailler. Il y a beaucoup de travail qui est fait partout en ce moment dans la communication avec l'inconscient. Par contre, un danger,
L'inconscient a une zone tampon qui est une zone d'opposition. C'est-à-dire que dans l'inconscient, il n'y a pas pouf pouf tout de suite notre identité originelle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans l'inconscient, c'est-à-dire dans l'atome subatomique, on n'atteint pas tout de suite le supratomique. C'est-à-dire que dans l'inconscient, on est dans le subatomique et on est dans une zone tampon qui est une zone d'opposition parce que c'est une zone intermédiaire qui permet de faire un sas de décompression avec l'énergie qui est dans le supratomique, c'est-à-dire dans l'inconscient total. Qui n'est pas inconscient, bien sûr, qui est totalement intelligent. Mais le supraconscient, donc le supratomique, n'est pas accessible tout de suite. C'est-à-dire que quand on rentre en contact avec l'inconscient, on va rentrer en contact avec la zone tampon, qui est déjà assez sympa, mais on va y trouver des choses quand même qui vont être assez effrayantes. C'est pour ça que Freud, après ça, appelait ça le monstre effrayant, ou le monstre inquiétant, je ne sais plus. Ou terrifiant, je sais plus. Enfin, en tout cas, il était terrifié par l'inconscient. Donc, c'est vrai qu'on va y trouver des choses on va y trouver nos ombres hein, dans l'inconscient. On va y trouver nos ombres, on va y trouver nos croyances, on va y trouver nos peurs. Donc, ça fait partie du vitriol qu'il faut visiter pour le rectifier et pour y trouver ensuite, dans le supraconscient, la pierre cachée, la pierre occulte, c'est-à-dire l'énergie et l'identité originelle. Voilà.